Alors moi, l'université, pas du tout, puisque je suis une enfant de l'échec scolaire. Donc voilà, j'ai arrêté mes études en cinquième. Voilà, donc ça, je sais pas si il faut le garder dans la vidéo, mais bon, j'en suis Mm. assez fière d'ailleurs d'avoir ce parcours-là. Mais à la fois, je suis d'une génération où d'abord on fait pas d'études de cinéma, mais on est avec le cinéma parce qu'on n'a pas la télévision, donc on va au cinéma. Ça fait partie de nos jeudis après-midi qu'on a disponibles. On fréquente le cinéma. J'avais un père qui aimait le cinéma, qui aimait les westerns et les romans policiers. Très vite, j'avais 14 ans quand j'ai eu la première télé. Donc, il y avait le dimanche soir des films policiers, des films, donc on regardait beaucoup. Mais j'allais beaucoup dans la salle de cinéma aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi. J'ai eu cette chance-là de pouvoir fréquenter la salle de cinéma et puis de voir beaucoup de films qui finalement aujourd'hui sont des films du patrimoine à la télévision. Et après, j'ai un parcours l'étranger, après avoir 20 ans en 68, donc c'est aussi un parcours politique. Hein, voilà, donc moi je suis engagé très vite politiquement. En 68, pas forcément. En 68, c'est plutôt un mouvement dans la rue, un mouvement de contestation. Enfin, on a le général de Gaulle à l'époque, on est une génération d'après-guerre, donc voilà. Et donc, c'est aussi un moment où il y a la liberté des idées. Alors, peut-être qu'après, en vieillissant, je referai le lien avec la nouvelle vague, parce que c'est aussi cette période-là, mais je ne sais pas si on en prenait vraiment conscience. Voilà, euh, on militait, voilà, c'est plus tard qu'on va en prendre conscience. Puis après, je suis partie à l'étranger, donc l'Allemagne. Là, j'ai un peu été autour d'Andy Warhol, tout ce qui est un petit peu, voilà, la pop culture. Enfin voilà, là, c'était un peu, c'était une autre découverte et à la fois une découverte d'institut français, donc découverte d'un cinéma et d'un théâtre extrêmement traditionnel, parce que les instituts français n'étaient pas du tout avant-gardistes, mais bon, à la fois, il y avait quand même des belles choses. Et puis, à la fois, il y avait ces mouvements allemands très avant-gardistes, surtout Andy Warhol, c'était la grande période de ça, du cinéma expérimental, des formes un peu déjantées, déstructuré plutôt que déjanté, je dirais. Donc j'ai fréquenté ça, puis après je suis partie aux États-Unis, et là je suis tombée dans le mouvement noir. C'était la grande période du Vietnam, 72, et aussi les Black Panthers. Donc ça, c'est aussi une autre culture, mais ce n'est que plus tard que je découvrirai la culture de cette révolte-là. Ce n'est que plus tard, parce que j'étais dans le centre des États-Unis. Alors, j'étais pas à Chicago, là, j'ai repris mon université, par contre, aux États-Unis, parce que du coup, j'ai fait des études d'agriculture dans un premier temps, puis après, voilà, qui m'ont permis de rejoindre la fac ici. Et du coup, c'est là où on, il y a toutes les luttes aussi. Il y a le Chili, il y a les Indiens, il y a les Black Panthers, il y a... voilà, donc on baigne là-dedans. Et la culture, moi je la verrai plus tard parce qu'elle se passe beaucoup sur la côte Est. Voilà. Ou alors fallait carrément être sur Chicago, mais là c'était plutôt les mouvements de radicalisation noire. Chicago avait vraiment, le South Side était vraiment un, un haut lieu de révolte noire et assez violent. Hein. Enfin voilà. Et puis bon, moi je suis blanche, donc de fait, on n'est pas forcément intégré, mais voilà, c'est un fait et c'est comme ça. Voilà.
Et donc après ça, je rentre en 75 à Nantes et c'est là où à nouveau il y a beaucoup de révoltes aussi, il y a beaucoup de mouvements, il y a les engagements de l'extrême gauche, il y a le nucléaire, il y a le féminisme, donc tout ça construit. Et je reprends la fac en sciences, puisque avec les États-Unis, moi je voulais être vétérinaire, donc voilà, donc je reprends en sciences, parce que les vétérinaires c'était pas possible. Et là, eh bien là, je fréquente pas encore le cinéma. Je vais au cinéma, je suis toujours amoureuse du cinéma, mais on est plus dans la rue, on est plus sur les affaires politiques, c'est la loi Soissons, c'est des gouvernements de droite quand même assez Giscard d'Estaing, enfin, voilà. Et je dirais, bah, là, je commence à m'investir vraiment dans le cinéma avec le féminisme, à travers le féminisme. Parce que du coup, il y a le Festival de films de femmes qui se crée en 79 à Sceaux. Et on a une maison des femmes ici. On fait de la vidéo. Bon, Carole Rossopoulos est quand même bien connue pour être une des premières à avoir utilisé cette fameuse caméra vidéo que Godard avait, hein. C'était les deux premiers à se munir, à faire euh, de l'image, dirais je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Enfin voilà, en tout cas, c'était, même si les appareils étaient très lourds, c'était quand même une facilité d'aller dans la rue, d'être dans l'interview et d'être, c'est-à-dire utiliser le cinéma pour faire, voilà, pour relater le mouvement social. C'est ce qu'on appellera chez Godard toutes ces années politiques. Hein, son cinéma politique, il date de ces années-là, quoi. Il y a, bien sûr, il y a les ciné-tracts et tout, mais il a fait beaucoup de films qui sont extrêmement engagés politiquement à cette période-là. Et là, on va voir surgir les premiers documentaristes qui existaient depuis longtemps, parce que finalement, le cinéma expérimental, c'est aussi dans la rue, hein. Warhol, quand il filme son film sur je sais plus combien d'heures sur New York, voilà, il met sa caméra dans la rue. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça. Et c'est moi, mon arrivée au cinéma, la culture, elle fait partie du mouvement citoyen, elle fait partie de mon investissement politique. Voilà. Et donc le cinéma, bon, bien sûr, hein, le cinéma c'est du plaisir, mais j'y arrive comme ça. Et puis avec le festival de films de femmes, bah, du coup, je me bats aussi d'un point de vue féministe parce que bah, peu de, peu de reconnaissance de femmes cinéastes, enfin voilà, même si aujourd'hui on dit encore qu'elles sont pas très reconnues, c'est quand même mieux qu'à l'époque. Et du coup, on s'est beaucoup investi avec Sceaux dans un premier temps, Créteil dans un deuxième temps. Et on a décentralisé, on a fait connaître des cinéastes, mais des cinéastes allemandes, hein. Tout le monde parlait de Fassbinder, personne parlait de Margaret de Ventretta ou d'Elma Sonderbrams, voilà, donc qui étaient pourtant souvent à la caméra. On parlait pas des cinéastes de Hongrie, Martha Mészáros, on parlait pas d'Agnieszka Holland en Pologne, on parlait pas de... Enfin, voilà, donc il y avait beaucoup de choses comme ça. Et donc, moi, ça me plaisait bien, parce que du coup, du mouvement féminisme, le mouvement politique, puisque j'étais insérée dans un mouvement féministe lutte de classe, il y avait groupe de conscience, le MLF et tout. Moi, j'étais plutôt dans le mouvement lutte de classe. Enfin, à l'époque, ça avait un sens. Aujourd'hui, je ne sais pas si pour vous, ça a un sens, mais à l'époque, ça avait un sens. Et du coup, la, la caméra devient un outil de langage. Donc, en 76, par exemple, ici, il y a une très grosse lutte à Couëron sur Tréfi-Métaux. Et les femmes encerclent le patron, enfin le prennent en otage en réponse à enfin, une lettre que le patron avait envoyée aux femmes pour leur demander de faire que les hommes retournent au travail. Donc,
elles avaient bien réagi. Et c'est Vautier, enfin c'est pas Vautier, c'est Soisy-Chapdelaine, donc sa compagne, qui fait le film. Et c'est lui qui fait les interviews de ça. Donc on est vraiment très proche. Il y a des gens comme Jean-Michel Carré. Si on relit là, par exemple, Philibert, il était très présent à cette époque-là. Gerbrand aussi. Il y a beaucoup de cinéastes, quand on relit leur filmographie, on les voit très présents dans les luttes. Et puis aussi, alors là, il y a l'IDEC quand même. Là, on peut peut-être pas, il n'y a pas d'enseignement du cinéma à la fac, mais il y a quand même l'école de cinéma, l'IDEC, qui deviendra Mhm. la FEMIS. Hein, Ok. du coup, donc là, les cinéastes qui ont aujourd'hui 70, je- Claire Simon, je crois que, je ne sais pas si elle a fait l'IDEC ou elle a fait Miss, voilà. Mais là, il y a encore beaucoup de cinéastes qui ont fait l'IDEC. Voilà. Par exemple, Chantal Akerman, elle avait fait l'IDEC. Voilà, elle n'avait pas fait la FEMIS. L'IDEX, c'est dans quelle ville? L'IDEC, c'est le. Alors là, l'anagramme, je ne sais pas, mais c'est ce qui était la FEMIS après. C'est l'école de cinéma. Oui, qui est dans quelle ville? À Paris, À à Paris. Paris, Hmm. elle est devenue la Ouais. FEMIS, hein. C'est une école publique Hmm. de cinéma. Euh, Moi, je ne sais pas si c'était élitiste ou pas. Voilà, enfin, mais il y a aujourd'hui, quand on voit dans les cinéastes qu'on âge et plus âgés, bah souvent ils ont été formés à l'IDEC. Hmm. Voilà. Et maintenant, les cinéastes de 50, 60 ans, c'est des cinéastes qui ont été formés à la FEMIS. S'ils ont fait Hmm. une école de cinéma, bien sûr, hein, Hmm. parce que tout le monde ne fait pas d'école de cinéma. Et donc c'est cet ensemble-là qui fait que j'arrive, voilà, on fait un festival de films de femmes pendant de 82 ou 83 Hmm. à 97. Donc voilà, donc c'est d'abord annuel, ensuite c'est biannuel. Bon, puis à l'époque on travaille. Moi j'étais prof de sciences nat, hein, et je faisais du cinéma à côté, hein, Hmm. voilà. Et puis, ben, un jour, j'ai arrêté mon professorat et puis, ben, du coup, j'ai travaillé comme accompagnant, comme formatrice, comme voilà, en cinéma pour le conseil départemental. Voilà, et puis le centenaire du cinéma, 95, je suis coordinatrice. On monte Ciné Nantes en 97 Mhm. dans la lancée du centenaire. Hmm. On est quelques associations historiques. Enfin, l'association la plus vieille, c'est l'ANRC, l'Association nantaise des rencontres cinématographiques, qui travaille avec Langlois, qui fait des ciné-clubs mais de grande qualité, hein, Hmm. voilà. Et les deux frères Jalado de la NRC, c'est pas eux qui font de la NRC, mais ils y sont tout jeunes. Je crois qu'il y a leur père doit être à peu près là-dedans, parce que c'est très lié au jazz aussi. Hmm. Et le cinéma à Nantes travaille beaucoup aussi, c'est une ville du Hmm. jazz. C'est aussi une ville cinéphile, mais c'est aussi une ville du jazz, et c'est une ville qui est indépendante. On verrait plus trop ça, mais une culture indépendante, c'est un peu des électrons libres, enfin Hmm. voilà, des gens. Bon, c'est la ville du surréalisme aussi, donc c'est une ville. On a du mal à penser tout ça aujourd'hui parce que c'est tellement. La culture est tellement maintenant. C'est pas qu'il se passe rien, il y a plein de belles choses, mais il n'y a plus ce côté rebelle qu'il y avait à l'époque. Voilà. Est-ce que ça venait des surréalistes? Est-ce que ça venait de cette ville qui est une ville commerçante, hein, sur le commerce triangulaire? Donc c'est pas une ville de la bourgeoisie. Par exemple, moi, je viens de Normandie, c'est une bourgeoisie euh, intellectuelle, agricole, c'est un peu les terriens, quoi. Et c'est pas du tout la même bourgeoisie qu'ici. Et puis à côté, ici, il y a quand même les chantiers, il y a quand même un monde ouvrier, voilà. Donc il y a cette bourgeoisie commerçante du commerce triangulaire, enfin, moi c'est comme ça que je le ressens. Et puis à côté, il y a vraiment des mouvements ouvriers très importants. Enfin, quand on parle aujourd'hui des CRS, mais moi j'ai vu des camions de CRS mis à la baille par les ouvriers, hein. Ils prenaient la grue du chantier, ils les mettaient à la baille, hein. Voilà, donc aujourd'hui, je trouve que quand même, il faudrait regarder un peu l'histoire des années. Bah oui, c'était les années
50. Moi, j'ai vu des films là-dessus. C'était les grandes grèves de 55, voilà. Et puis après, bon, quand il y avait des grèves ici, ça cognait très dur aussi, hein. C'était une violence très forte aussi. Voilà, donc c'est cette ville-là, et donc bah, le projet, il naît de ça, quoi. En gros, il arrive comme ça. Et donc, sa cohérence, elle est là. Voilà, elle est purement et simplement, moi je viens du monde collectif, donc ça ne peut être que quelque chose de collectif, quelque chose, une espèce de toile d'araignée qui se tisse, qui se trame, qui, voilà, qui est dans l'esprit de l'éducation populaire, c'est-à-dire une culture accessible à tout le monde et une culture de qualité. Donc du coup, on se décolle de l'évolution de ce que le cinéma va devenir. C'est-à-dire le cinéma va être... Bon, il y a toujours eu Pathé, hein, il y a toujours eu Pathé, Gaumont, ça c'était historique, hein, c'est les grands... Gaumont, voilà, c'est une entreprise historique dans le cinéma, même si elle est devenue autre chose. Mais il y a toujours eu ces Gaumont complexes et tout, et Pathé aussi, voilà, UGC ça vient plus tard, je pourrais pas dire là-dessus UGC, mais on a toujours connu ça. Et puis bon, des grandes salles pour les spectacles, enfin bon, voilà. Et après, il y a cette économie du cinéma qui se développe avec bah, les films grand public, ce cinéma américain, voilà, qui se développe. Et là, moi, il y a des films que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le cinéma américain. Je ne pas de l'anti-américain, j'aime beaucoup, il y a des choses que j'adore. Mais je dirais ce cinéma qui est un support commercial, quoi. Voilà, qui va se développer comme ça. C'est-à-dire, bah, ça se développe en même temps que la grande distribution. Un petit peu plus tard, un petit peu décalé, mais on va voir les supermarchés arriver et on va voir les complexes dans un premier temps. Puis alors 95, de cette ville qui est pleine de familles de cinéma, il y avait plein de petits cinémas dans la ville, partout, la rue Scribe, il y avait je ne sais combien de cinémas dans la rue Scribe, et on commence à voir arriver bah, les multiplex, les parkings, c'est-à-dire on se rapproche des supermarchés avec des logiques hyper commerciales, c'est-à-dire on fait ses courses et on dévie, on termine au cinéma et là on mangera sa glace, son popcorn, on prendra une pizza à Pizza Hut, enfin voilà, donc et ça c'est un modèle qui nous vient des États-Unis, hein, on n'a pas inventé avec ces grands parkings, avec voilà. Et du coup, ça développe un type de cinéma, ça développe une économie, ça développe la production et ça développe l'exploitation. Donc il faut trouver son créneau Mm. dans ça. Il faut se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc là, il faut être solide parce que il y avait toute la question d'être centre-ville, pas centre-ville. Mm. Je pense pas que c'est une question qu'on se soit posée en tant que telle. Il y avait ce cinéma-là qui était fermé. Voilà. Il a été rénové dans sa forme actuelle en 1983, je crois 82-83, par l'ancien propriétaire du 14A, Jean-Serge Pinault. Et Jean-Serge, son père qui était garagiste, avait acheté un cinéma, avait un garage dans la rue Franklin Roosevelt. Euh, et alors, je sais plus, c'était un Kiabi maintenant, là, un truc pour enfants. Ça faisait le coin comme ça. Et il a transformé son garage en cinéma. Voilà. Et c'était l'Olympia. Et après, il a racheté le 14A, qui était... 14A, c'était un forain qui s'appelait 14A. Et donc, il avait acheté ça. Puis après, c'est une dame qui le tenait. Il a racheté les Colisées qui étaient dans la rue Scribe, le Racine qui était dans la rue Scribe et tout ça. Et donc, il avait trois fils. Et quand il est parti, bah, il a donné ceci à ses fils. Voilà. Et Jean-Serge, moi je connaissais un peu moins ceux qui s'occupaient des Colisées et puis du script. Et Jean-Serge, lui, il avait le 14A.
Et en 83, c'est un architecte qui a cette salle-là, hein. C'est un privé qui a cette salle-là. Et donc, ben, il décide de la... Parce qu'elle existe, c'est le premier cinéma nantais, ouvert en 1908, je pense, voilà, en mars 1908. Donc c'est le premier cinéma nantais fixe, parce qu'il y avait beaucoup de baraques, hein, foraines. Et du coup, il a connu des périodes, il s'appelait American Cosmographe, Celtic, et là, il devient cinématographe en 83. Et Jean-Serge, lui, a son 14 ans, puisque c'est un cinéma privé, dans lequel il fait l'arrêt-essai, et il prend cette salle-là pour faire ce que nous, on appelle de la recherche. C'est-à-dire un cinéma encore beaucoup plus complexe que, euh, que l'arrêt-essai. Et c'est une notion qui a disparu. Maintenant, on a un label recherche, mais par exemple, nous, on est un cinéma de recherche. Quand on fait un Pedro Costa, bon, bah, c'est des films recherche, hein. C'est-à-dire, c'est comme les essais à la littérature, c'est des films, c'est des œuvres qui nous construisent. Et puis on a goût à les revoir, parce que c'est un plaisir intellectuel, voilà. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des films qui sont dans la joie, qui sont dans le plaisir immédiat. Voilà. Et là, il faisait beaucoup de cycles. Par exemple, moi j'ai retrouvé beaucoup de dépliants, il faisait des cycles, alors il faisait soit des cycles Hitchcock, mais il pouvait faire aussi, moi j'ai retrouvé un truc, le cinéma érotique japonais, enfin bon. Et c'était un fin peintre en programmation. C'est-à-dire que il partait une semaine sur deux à Paris, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les liens, on n'avait pas les DVD, on avait à peine les cassettes. Et du coup, il restait une semaine à Paris, il voyait plein de films dans les cinémathèques, et puis bon, il y avait les films du quartier latin, le Champeau, tout ça, les cinémas. Donc il allait là, il allait voir les distributeurs, et puis du coup, comme un pinceau, il peignait sa programmation et il faisait des cycles qu'il construisait tout seul. Et nous, on fait la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas des cycles clés en main, du tout. Alors, c'est vrai que si un distributeur ressort des films, bon, par exemple, là, ça va être la sortie de quelques films de Jeanne Moreau, donc on va faire un petit focus Jeanne Moreau à Noël. Je vous coupe juste parce que ça vous êtes un peu sorti du cadre. Ah, on va faire un petit cycle Jeanne Moreau à Noël. Bon, il y a une réalisatrice ukrainienne, russe, ukrainienne, Kira Moratova. Bon, il y a un distributeur qui a le courage de ressortir ses films parce qu'elle est complètement inconnue. Donc nous, on saute sur l'occasion parce que du coup, le film, l'avantage pour nous, c'est que le film devient accessible. On peut avoir une copie, souvent elles sont restaurées, donc on a des belles copies, voilà. Mais c'est pas comme on peut voir dans des cinémas, par exemple, bon, bah là, si on voit dans un cinéma nantais, là, il va faire un cycle à Nabi. Bah, ça, c'est des trucs clés en main qui se font au niveau national. C'est-à-dire, vous prenez un cycle de films japonais qui est fait par un distributeur, qui est offert clé en main. Donc, il y a pas il n'y a pas ce côté peinture de la programmation. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup qu'on peigne, qu'on qu'on sache, voilà, bon, moi je vois là, ce soir j'ai envie d'aller au cinéma, bah, je vais rentrer dans trois univers différents si j'arrive à faire celui de 16 heures, bon voilà. Et du coup, chaque chose, là ça va être dissocié, mais euh, chaque chose pour moi apporte un univers. Récemment, on a fait Mizoguchi, et bien du coup, j'ai fait les 8 Mizoguchi, même si je les avais déjà vus, juste pour le plaisir de baigner dans l'univers. Donc à la fois, j'ai pas vu des choses à côté. J'ai vu que les 8 Mizoguchi, parce que bah, ça prend du temps quand même hein, de voir des films. Puis surtout, des fois, il y en a des longs. Puis même s'ils sont courts, ça prend du temps. Un Mizoguchi, ça me prend... Moi, je pourrais pas en enchaîner plus de deux, par exemple, parce que ça me prend la tête. Bah, ça m'occupe. C'est plaisant, hein,
c'est pas prise de tête, mais j'aime savourer le Mizoguchi, j'aime sortir, j'aime revoir les images, voilà, donc tout ça. Voilà. Et donc voilà, le cinématographe, c'est ça. Et du coup, ce projet, quand il arrive, il se dit que moi, par exemple, euh, j'ai une connaissance d'un certain nombre de films, mais j'ai pas un itinéraire récent. Le directeur actuel, Emmanuel, lui, il est plus jeune que moi. Il est donc des générations 80. Donc lui, par exemple, il baigne dans les cinéastes Scorsese, Coppola, que j'adore, hein. Mais lui, ça va être... Voilà. Et dans le patrimoine, il ira moins loin. Mais tout le monde se forme, tout le monde s'échange. Et c'est ça le cinématographe. C'est un grand échange. Tout le monde s'échange, tout le monde... on n'essaie pas de se convaincre du tout. On se fait énormément confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit c'est un très beau film, il a des belles qualités, on fait confiance. Et après, on peut ne pas aimer le film. Ça, c'est autre chose. Ne pas aimer un film, ne pas aimer un livre, c'est subjectif. Mais dire qu'un film ou un livre est mauvais, euh, non. Il peut avoir des qualités, on peut ne pas aimer. Et donc, c'est là-dessus que nous, on joue. C'est-à-dire laisser la place au bon cinéma, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà. Et on touche sur tous les registres. C'est-à-dire qu'on est capable de, ben, on a été capable d'avoir Matrix avec Wang Bing, quoi. Voilà. C'est-à-dire Matrix, mais bon, ben moi, là, du coup, j'écoute plus ceux qui pratiquent Matrix, voilà, et qui me disent, bah, ah oui, il faut voir le un mais pas le 2 pas le 3 enfin voilà, donc moi, je me laisse un peu porter dans les conseils. Parce que moi-même, je n'irai pas voir Matrix. Mais par contre, bah, quand il y en a des films que, bah oui, j'aurais pas eu goût à y aller, bah, du coup, j'étais très contente de les avoir vus. Hein, voilà, donc c'est ça. Et le cinématographe, il est composé de ça. Et donc l'éducation artistique et culturelle, bah ça, moi, c'est mon ADN, c'est l'ADN. Donc automatiquement, on est des passeurs. On met pas un film pour des jeunes pour toucher l'argent de leur billetterie, hein. C'est pas ça, hein. C'est que à chaque séance chez nous, le film est présenté. On n'a pas toujours une petite discussion après parce que bah, la classe, elle est organisée de telle façon que souvent, il faut repartir. Bah, voilà, on n'a pas le confort que nous, on avait autrefois. Les instits ou les profs ont des conditions de travail beaucoup plus compliquées. Que ce que ça pouvait être avant. Mais on présente le film, on essaye de, s'il y a des enseignants, des enseignantes qui souhaitent aller plus loin, il y a toute une équipe de disponibles hein, qui sont très très... Et en gros, chaque personne de l'équipe est capable de présenter un film à des jeunes. Alors, ils aiment plus ou moins. Il y en a qui vont aimer les tout petits. Il y en a qui vont plutôt être sur les ados. Il y en a, voilà, il y a les goûts personnels. Donc, bon, après, s'il faut le faire, ils le font. Mais en gros, ça se respecte beaucoup, ça, parce que pour être passeur, faut être convaincu. C'est-à-dire, on n'est pas dans le merchandise, tu vas acheter mon film, tu vas venir chez moi, je vais faire des entrées, on n'est pas là-dedans. J'ai aimé, j'ai j'ai envie que tu découvres, j'ai envie que tu le vois, voilà, j'ai envie, voilà. Donc je le mets là. Voilà. Et j'essaye de faire un beau programme, bien rédigé pour te donner envie de venir voir ça. Voilà. Et du coup, c'est dans ces partenariats donc la Cinésup, c'était un partenariat historique parce que quand on a monté le cinéma ici, le prof de la Cinésup, Guy Filion, a tout de suite dit, moi je veux être dedans, je veux venir faire mes cours ici. Voilà. Puis, bon, il est parti en retraite, donc c'est Jérôme, son successeur, qui a eu les avantages de ce que Guy avait fait parce que du coup, ils viennent là le mardi après-midi.
Ils ont leur cours de 14 à 20 heures ici, enfin, quand ils n'ont pas réalisation, voilà, donc c'est quand même du confort, hein. Ils sont 6 heures dans une salle de cinéma, ils voient 2 films dans des conditions, ben, c'est pas des DVD, hein, Mm. alors j'allais pas dire c'est des 35, mais des fois c'est des 35, des fois c'est des DCP, donc la condition complètement normale du cinéma. Ils sont 20 hein, ici dans cette salle-là, et leur prof est là, et donc c'est-à-dire, on est dans la salle de cinéma, voilà. Puis après, bah, comme on va revenir sur l'école d'archi, mais on a aussi tout un travail de, de sensibilisation. Ce sont des jeunes, à la Ciné-Sup, il faut qu'ils soient directs du bac. Donc ils ont quoi, Mm. 17, 18 ans. Donc Mm. ce sont encore des tout jeunes. La maturité, ils sortent du lycée, quoi. Ils ont même pas touché à l'université. Enfin, voilà. Donc, bah, on travaille avec l'équipe pédagogique. Donc, bon, il y a une initiation à l'économie du cinéma, par exemple, ce que c'est qu'une salle, ce que c'est que l'exploitation. Cette année, on a fait avec eux un petit exercice de programmation et on leur a laissé une journée. C'était couleur rouge. Voilà, Mm. donc ils ont fait une journée, présenter leurs films. Bon, ils ne sont pas rentrés dans la gestion, mais programmation, présentation, accueil du public. Enfin, voilà, donc c'est toute cette passation-là dont je parlais tout à l'heure. Et puis aussi, eh bien, de temps en temps, alors ça se voit moins, mais ils présentent des films. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils présentent le film. Il y a le public devant eux. Alors, c'est Mm. pas des exercices, hein. Mm. Ils ont du vrai public, hein. Moi, j'ai vu C'était 2 jeunes filles là, qui présentaient au Ghibli. La salle Mm. était pleine. Bon, et c'était, c'était impressionnant, quoi. Elle me disait, là, là, ben, bon, elles préparent, elles voient le film avant. Enfin, voilà, c'est comme quand on est animateur, ou quand on tient un cinéma, on doit être capable de présenter tous les films, Mm. ou au moins quelqu'un est capable de présenter des films. Voilà. Donc c'est ça, nous. Et l'école d'archi, ben, bon, moi je travaillais avec Elisabeth, donc Mm. c'était l'époque du Elisabeth Pasquier. LAEA, oui, Elisabeth Pasquier, voilà. On était militantes ensemble, Mm. enfin bon, c'était aussi au début amies et militantes ensemble. On était ensemble beaucoup sur la Bosnie, on travaillait beaucoup dans les années 90, quand il y a eu la guerre en Bosnie, donc on faisait partie de la même association et du coup on a fait beaucoup de séances de cinéma à Rezé, voilà. Et puis bah, elle est très cinéphile et donc elle a envisagé ça et c'était une belle expérience, vraiment très très belle expérience, sérieuse. Moi j'ai beaucoup travaillé avec le laboratoire du LAU, enfin LAUA, maintenant le Créneau, parce que c'est très construit comme partenariat. Et tant Elisabeth était aussi très très rigoureuse, Laurent est aussi très rigoureux. Et donc dans un projet comme ça, c'est la rigueur. On peut être sympa, on peut ne pas être voilà, mais c'est la rigueur. C'est-à-dire quand on veut faire quelque chose de qualité, il faut être rigoureux. Mm. Il y a pas, c'est pas de l'aléatoire. Voilà, chez nous, c'est pas de l'aléatoire. Quand Emmanuel y programme, ou quand il met en œuvre la toile d'araignée de la programmation, qu'il écoute et puis qu'il mette en œuvre, qu'il travaille, ben, il est très rigoureux. Et c'est pas de l'à peu près, c'est pas du peut-être, c'est pas. Non, non, il Mm. faut être là. Si une copie est pas bien, est pas belle à l'écran, même si on a 2 spectateurs dans la salle, on s'excuse Mm. ou on avertit. On dit c'est pas possible, une copie mal restaurée, on le dit. Et cette rigueur-là, moi, dans le partenariat avec bah, moins l'école d'archi, c'est plus le labo quand Mm. même, hein, l'école d'archi, on y est vraiment par les sciences sociales dans l'école d'archi plus que par la discipline fondamentale qu'est l'architecture. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est-à-dire, et puis il y a cette ouverture.
on va faire Comolli. Quand on a fait Comolli, on fait Comolli. Et Comolli, c'est pas n'importe quoi. C'est une vraie présentation. C'est qui il est. C'est sa série sur Marseille. Ah bon, il n'est pas venu. Dommage parce que il aurait adoré ce soin, le travail était là. Bon, c'est quelqu'un qui avait toujours un peu de mal à se déplacer. Mais voilà. Et je pense que les étudiants qui bénéficient de ça, bon, bien sûr, hein, moi je dis toujours, quand on a 10% de rendu, on a gagné. C'est-à-dire si on a 10 élèves sur 100 qui vont avoir goût au cinéma, on a gagné. Hein, voilà, mais c'est le prof, c'est le passeur qui nous fait aimer un bouquin, qui nous fait aimer lire, voilà. Et nous, on est là pour ça. Alors, on est là pour les classes, on est là pour le master d'archi, mais on est là pour n'importe quel spectateur qui vient là, savoir leur dire bonjour, savoir, voilà, savoir avoir un petit mot à la sortie, savoir parler des films si on a aimé. Les films, voilà. Que ce soit un lieu où les gens se sentent bien, quoi. Voilà. Voilà où on arrive. Voilà le projet, en gros, il est tout là-dedans. Et ben autour de ça, il y a beaucoup de gens qui s'y greffent, entre autres, en premier l'équipe salariée. Et ben, ce sont des gens convaincus, quoi. Ils mettent la main, ils sont rentrés dans le gant facile, quoi. Et du coup, ils comprennent le projet, ils le font vivre. Avec toutes les évolutions, le cinéma change, la forme de cinéma. Alors, on rentre pas dans l'économique, mais les formes artistiques changent. Qu'est-ce qu'on rencontre? Enfin, voilà. C'est... Nous, c'est ça. C'est ça. Et le film n'est pas un support pour quoi que ce soit. Ça nous arrive, mais c'est pas un support. On affronte toujours l'œuvre. C'est une œuvre. C'est un sujet d'étude. Ça peut être un sujet d'étude, comme on fait des fois. Voilà, ça peut. On l'étudie. Et, bon, bah, les ciné-sup, eux, c'est leur sujet d'étude. Par exemple, il faut qu'ils arrivent à le décortiquer, il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Voilà. Mais pour l'école d'archi aussi, parce que bah, quand l'autre jour on parlait de l'espace, lors d'une séance, eh bien, c'est important en tant qu'architecte de voir l'espace, quoi, de voir comment on l'habite, comment je suis. Puis alors après, ben, il y a le film, mais il y a aussi qu'est-ce qu'un lieu culturel. Moi, c'est ça que j'aime bien aborder avec Laurent. On a des films, donc on a la qualité, mais on est aussi un lieu culturel. Donc, qu'est-ce qu'un lieu culturel dans la cité? Où doit-il être situé? Qui doit-il... Voilà, donc nous, on a déjà des tarifs extrêmement bas, donc il est accessible. Voilà. Mais on ne mettra pas des films dont on n'est pas convaincu à 3 euros pour que les gens soient contents parce qu'ils vont voir ça, parce qu'ils ont envie de voir ça. Non, non, non. S'ils viennent chez nous, voilà, ce sera sur la programmation qu'on proposera. Et après, ils iront payer 10 euros comment. Cinéfemme, moi j'étais fondatrice aussi de Cinéfemme, puisque j'étais dans le mouvement féministe. Cinéfemme s'est constitué en 97, mais il y avait un collectif de femmes qui s'occupaient du cinéma depuis les années 80. Voilà. Hein, voilà. Et on faisait un festival et Cinéfemme, c'est non. Femme s'est constitué, non pas 97, ça c'est le cinématographe. Bon, ça s'est constitué, mais après. Mais on fonctionnait beaucoup en collectif, pas en association. Et on faisait le festival. Et du coup, j'étais coordinatrice des 100 années-lumière pour le centenaire. Et du coup, j'ai coordonné le projet du cinématographe. Voilà. Mais avec ma casquette ciné-femme, que je revendique, parce que pour moi, le féminisme, c'est important. C'est aussi important que le, que le cinéma. Ça fait partie de mon identité, quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est des batailles que je mène, comme bon, je suis aussi très proche de la nature. Hein. J'étais prof
de Sciences Nat, donc je vais aussi me battre pour, euh, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, mais c'est pas ça, c'est pour voilà, un usage respectueux de notre planète, pour aussi une égalité sociale, donc c'est limite. Voilà. Et du coup, j'ai été au début fondatrice de ça et j'ai été directrice pendant de nombreuses années, jusqu'en 2014. Voilà. Et après, quand j'ai passé la main à Emmanuel, on a co-dirigé 2 ans ensemble d'ailleurs, parce que ça a été une longue passation. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble avec Emmanuel. Il est arrivé, il avait 20 ans, donc ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc, il sortait de la fac, hein, en gros, c'est son premier poste, hein. Voilà. Et oui, je crois, il a dû faire des stages, mais à part il a travaillé des stages de boulot en tant qu'étudiant. Mais sinon, c'est son premier poste, voilà. Et puis, du coup, il y a eu des associations avec d'autres associations. Il y a eu une commission, des commissions, voilà. Donc, voilà. Et donc, moi, je reste fondatrice. Et puis, aujourd'hui, bien, je voulais, à un moment donné, j'avais souhaité me retirer complètement pour pouvoir passer. Puis, c'est vrai que les associations, c'est compliqué, hein, pour tout le monde. Donc, je fais la coprésidence avec Jérôme parce que Jérôme, lui, c'est une question de temps, hein. Voilà, il est prof, il est directeur artistique des 3 continents, il a des enfants, enfin voilà, donc c'est aussi la vie, hein. Voilà, c'est ça. Parce que quand même, ça demande de l'investissement. Il y a beaucoup d'administratifs. On parlait beaucoup des films, mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Faut trouver de l'argent, par exemple. Voilà. Et, enfin, là, sur cette question économique, enfin, on entend depuis des années maintenant que certaines salles de cinéma vont mal, notamment depuis la crise du Covid ou le développement des plateformes de streaming. Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait selon vous vraiment la force du cinématographe? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez si bien à résister aujourd'hui, enfin, même demain à vous agrandir? Oui, nous on résiste pas. On a des énormes déficits. On va très, très mal. On a eu des cartons rouges il y a des années et tout. Nous, on dépend de la collectivité, de la volonté politique de la collectivité. C'est-à-dire que nous, on est dans une économie où on ne peut pas s'en sortir seul. Très clair. Où il faudrait qu'on fasse 100 000 entrées sur une seule salle, ce qui est impossible. Il y a 10 salariés, parce qu'on a l'éducation à l'image qui est absolument pas soutenue par le CNC. Enfin, vous voyez, en gros, on a maternelle au cinéma, collège au cinéma, école et cinéma, collège au cinéma. Ça représente, là, l'année prochaine, aujourd'hui, il y a 25 000 souhaits d'inscription sur les 3 dispositifs. Pour le département. Pour le département. Donc c'est une coordination dans 30 salles. Voilà. Et on a 22 000 euros de la DRAC. Voilà. Et c'est-à-dire que il faut on n'inscrit pas les écoles, les salles inscrivent, mais il y a tout le travail, il y a la banque de données, il y a mettre les films, la programmation, animer les comités de pilotage. Chez nous, on a 2 personnes. Je ne parle pas du fait qu'on reçoive des scolaires, hein. Je parle de l'animation de la coordination. On a 2 personnes, voilà. Et puis après, quand on reçoit les classes, nous ici, c'est 2,50 €, 2,30 € la place, mais c'est pour toutes les salles, hein, voilà. Et c'est normal parce que bon, si on est à Jules Verne, on a de l'argent. La caisse des écoles, la caisse du lycée, elle a de l'argent. Mais si on est, je voyais Lucie Aubrac sur Chantenay, on parlait avec des enseignants, et quand ils font des sorties, et il n'y a pas forcément la caisse sociale de l'école, elle n'est pas abondée, donc on ne peut pas faire beaucoup de sorties, voilà. Donc il faut que les collectivités,
ait des politiques culturelles, parce que pas que le cinéma, culturel, social, la santé, qui fait que tel projet, je le soutiens. Et je ne le soutiens pas avec 3 cacahuètes. Je le soutiens. Voilà. Et les gens, les collectivités, ils disent la ville nous soutient bien, mais c'est insuffisant. Parce qu'on anime quand même, enfin, je veux dire, en gros, on forme les profs parce que l'éducation nationale ne forme plus les profs. C'est nous qui payons les, les intervenants. Et les profs viennent sur leur temps de libre, donc ils viennent ou ils viennent pas. Vous voyez, parce qu'ils sont même pas remplacés, ils peuvent pas avoir 3 heures. En collège, on arrive à avoir un petit peu, mais ça va dire, à chaque fois, on est comme des funambules, on est sur des fils et on ne sait pas l'année prochaine ce qui va rester, quoi. On voit tout se déliter. Moi, je me souviens, il y a eu des années où on avait des stages pour les enseignants. Ils étaient remplacés. Ils avaient des stages. À l'UFM, à l'époque, c'était l'ESP aujourd'hui, mais c'était l'UFM à l'époque où on avait des stages. Tout ça, sans parler de la dégradation de leur travail. Donc, les enfants, notre rôle, on a un rôle social. On a un rôle social, donc la collectivité doit nous soutenir. D'accord? À nous soutenir. Est-ce que le carrousel, quand on voit le prix du carrousel et tout ce qui se passe en ce moment, moi je sais pas, parce que je connais pas les tarifs réduits, carte blanche et tout, mais je suis allée l'autre jour enfin l'autre jour, il y a 2 ans, bah, c'était 8 euros l'entrée. On avait 2 enfants, on était 2 adultes. Ça fait 8 fois 4, 32, quoi. Bah, alors peut-être si on a la carte blanche, voilà. Donc c'est aussi ça, c'est aujourd'hui le ticket de tram, ça va être, je lisais, je me souviens plus, mais c'est 2 euros ou 2,05 €. Enfin voilà, parce que moi je fais du vélo, donc j'ai honte, mais je connais pas tout à fait bien. Mais j'ai lu dans le journal. Donc voilà. Donc normalement, on devrait, contrairement par exemple à une société comme le 14A, nous, on dépend de la collectivité. On dépend des institutions et on dépend de la collectivité. Voilà. Donc ça veut dire que c'est à eux, c'est des volontés fortes. C'est comme pour l'écologie, si je décide que j'arrête les pesticides, j'arrête les pesticides. Je ne fais pas semblant. D'accord? Si je décide que tous les enfants doivent avoir accès à la culture, je mets pas des petits trucs, voilà, j'ai une politique culturelle ambitieuse. Alors, la ville de Nantes, c'est pas la pire, hein. Il y a des choses très intéressantes qui se font, mais il y a aussi des choix très médiatiques. Et c'est ces choix médiatiques qui peuvent, à des moments donnés, peut-être écraser les fourmis qu'on est. Parce que nous, on fait partie des associations fourmis. C'est très clair. C'est-à-dire, en gros, personne ne nous connaît. On ne fait pas d'exclande. Mais quand on dit aux profs, vous voulez où aller au cinéma, ils disent au cinématographe. Voilà. Bon, parce qu'on est comme une fourmi, on laisse des traces partout, les gens nous connaissent, c'est un travail de fond, c'est un travail, voilà. Mais c'est pas visible, par exemple. Là, en ce moment, il y a un festival Summer Camp. Bah, ils font un karaoké, ils font un machin, ils font tout ça. Bon, le festival des 3 continents, il fait pas ça, quoi. En gros, on voit du film. Donc, vous voyez, bon, euh, voilà. C'est les choix dans la culture qui se font des fois pas au bon endroit, quoi. Voilà. Et donc, nous, on est en danger pour répondre à ça. On est en danger. On a eu des années Covid très fastes qui nous ont permis de remonter nos ressources, voilà. Mais là, on repart dans le dur. Notre dernier conseil d'administration, on alarme. Là, on rencontre la ville, on va alarmer, quoi. Voilà. Parce qu'on est sur des déficits 30, 40 000 avec la masse salariale, une petite masse salariale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même des... Parce que la crise économique,
elle touche nos salariés. Là, il y avait une jeune qu'on rencontrait hier dans un entretien avec les salariés, le bureau. Ben, elle disait, c'est la première année que je sens que c'est compliqué, que mon salaire, faut que je fasse vraiment, vraiment beaucoup plus attention, quoi. Mm. Voilà. Et c'est vrai que là, on se rend compte que nos salaires, eh ben, pour des jeunes qui habitent seuls ou voilà, si on est à deux ou en colocation, ça peut encore aller. Et puis après, bah, ceux qui ont des enfants font de salaire hein, avec ces salaires-là. On ne peut pas élever des enfants seuls. Voilà. Donc non, nous, on est plutôt en difficulté et on est dans une économie de marché, c'est-à-dire la fédération qui nous gère, elle gère des grandes entreprises, les Gaumont, les trucs, et du coup, eh ben, on va aider pour la crise énergétique, on va aider les gros multiplex, voilà. Hein. On est dans une économie libérale, libérale. J'apprends rien en disant ça, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Donc on est en danger. Voilà. Déjà, on va quitter ce lieu-là, donc va falloir qu'on le fasse avec beaucoup de tact, parce que c'est un lieu emblématique dans la ville. Par contre, c'est un lieu qui est extrêmement difficile à travailler. Si on voit les, les projectionnistes qui sont là à temps complet, il y a des escaliers, il n'y a pas de place. Leur bureau TMS, l'informatique, c'est un placard qu'on a aménagé. Enfin, c'est indécent, ils n'ont pas de quoi manger. Si, par exemple, bah, le soir, ils font leur soirée, bah, il faut quand même dîner. Bah, ils n'ont pas de quoi s'installer, c'est les marches de l'escalier. Enfin, voilà. Il y a pas de petit coin repas. Enfin, voilà. Donc ça, on a hâte, sachant que ça va être compliqué avec les spectateurs et spectatrices parce que à cause du lieu. Et puis après, ben, euh, on a hâte et puis à la fois on se dit il y a plein de choses qui vont être nouveaux, des espaces. Par exemple là, euh, j'ai envoyé un petit mail à Laurent hier soir en lui disant bah, il faut qu'on travaille sur des espaces justement avec les étudiants, qu'on retravaille sur l'architecture parce que suffit pas de dire on a un grand hall d'accueil. Qu'est-ce qu'il est le hall d'accueil? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un projet social, ok. On l'a écrit sur le papier. Mais comment on le met en œuvre? Nous, on n'est pas des travailleurs sociaux, hein, du tout. Donc, il faut le mettre en œuvre. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas notre métier. Par contre, on l'écrit parce que c'est important pour nous. On va être dans un quartier qui est assez peu vivant. Enfin, c'est ce cours du 50 de Allez-y, continue. cette partie du cours des 50 otages, et c'est une partie qui vit pas bien. Il y a, après, si on va sur la préfecture, là, le bout de l'Erne, je trouve que ça vit très bien. Et puis si on va plus après sur commerce, ça vit très bien. Voilà. Et nous, là, on est dans un coin qu'il va falloir redynamiser. Voilà. Il y avait les cafés qui étaient sympathiques, qui avaient un peu des projets qui pourraient nous correspondre, sont partis. Le maestro, là, qui fait des moritos, je ne sais pas comment on va travailler avec eux, mais c'est pas le chien stupide d'à côté, ou c'est pas le Saint-Jean d'hiver, où on a vraiment avec eux, on peut faire un apéro rapide chez eux, il n'y a pas de problème, enfin voilà, donc là, il va falloir voir. Puis après, il va falloir qu'on occupe notre quartier. Quelle place on va avoir dans le quartier? On est centre-ville. Chacun sait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté sociale dans le centre-ville. Donc comment on travaille là-dessus? On aura un hall qui sera chauffé. C'est aussi ça. Hein, et puis toute la question de l'accessibilité économique et physique, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup,
puis que les enfants soient chez eux. Ça, c'est très important. Hmm. Qu'ils rentrent, c'est chez eux. Le lieu culturel leur appartient. Hmm. C'est-à-dire qu'ils viennent avec l'école, ben après ils sont capables de revenir, bon, je sais pas, Noël, la grand-mère elle leur rend visite, ou une copine leur rend visite, ou un copain, et elle dit, ah bah viens voir, on rentre, ils vont, il y aura l'espace pédagogique, il y aura leur dessin, voilà, c'est ce lieu qui doit être un lieu, alors c'est pas une MJC, hein. Hmm. C'est pas un centre social, c'est un lieu culturel, mais qui appartient, qui se construit. Alors ça, nous, on ne sait pas. On l'écrit sur le papier. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup travailler avec des gens de l'école d'archi ou des sociologues de l'habitat, parce que ben, là, il y a vraiment un challenge. Hmm. Voilà. Est-ce que là, enfin, le bâtiment est déjà dessiné ou Ah oui, c'est oui, 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 c'est déjà oui, fixé? là, on est sur... alors, commencez dans votre jargon, on est sur la phase pro. Ah oui. Ça y est, c'est fini, on est sur les études de marché. Ça frotte encore beaucoup, beaucoup, Hmm. beaucoup. Ça frotte beaucoup. Non, non, le bâtiment est dessiné, non, non, là, c'est clair, donc on sait ce qu'on va avoir et tout. Mais sauf que nous, on s'est battu pour avoir un bâtiment qui corresponde, par exemple, en accessibilité, Hmm. qui corresponde, on n'aura pas tout ce qu'on veut, parce qu'on est centre-ville, on est encastré. Donc, on est obligé de faire le deuil d'un certain nombre d'idées qu'on avait, que ce ne sera pas possible. On aura des escaliers, par exemple. Escalier à descendre, escalier à monter. Donc, il y aura un ascenseur. Donc, ça, déjà, c'est pas le plein pied. Hein, quand on arrive et qu'on a tout, qu'on a ces 1300 mètres carrés en plein pied, c'est pas pareil que quand on est sur 4 niveaux. Voilà. Donc déjà, on est obligé de lâcher beaucoup de choses. Voilà, on a perdu des mètres carrés parce que bah, du coup, c'est centre-ville, l'emplacement de la grue va rester, Hmm. donc on va perdre 30 mètres carrés là. Voilà. Hmm. Bon, on découvre, c'est pas notre métier, on Hmm. découvre. Et vous n'avez pas été tenté de vous éloigner du centre-ville pour avoir un lieu peut-être plus Alors la confortable? question de s'éloigner du centre-ville, je sais pas, je sais pas. Il aurait fallu qu'on soit. Je pense que c'est bien qu'on soit centre-ville. Je pense que c'est bien. Et si on s'éloignait du centre-ville, par exemple, si on allait sur l'est de la ville, par exemple, eh bien, on serait obligé de faire comme le Concorde. Qu'est-ce qu'il On faut? pourrait avoir notre programmation, mais on serait obligé de répondre aussi Hmm. à une actualité, comme le Concorde y fait. Hmm. C'est-à-dire, moi je vois, j'ai des amis qui habitent Chantenay, ben, ils attendent que le film arrive au Concorde. Hmm. Voilà, ils descendent pas centre-ville. Donc il faut quand même répondre un peu plus à l'actualité que nous on fait. Si on est, donc c'est pas un 3 salles qu'il aurait fallu, il nous aurait fallu 6 salles. Hmm. 3 salles qui fait bah, comme le Concorde, soit une reprise, mais d'être bien proche de l'activité et puis continuer ce qu'on fait maintenant. Et à la fois, on peut être un cinéma à essai très correct. Hein. Là, la question, c'est que faut quand même voir les concurrences. Quand le Concorde a son projet de rénovation, le 14A met un veto au projet de rénovation, quoi, en disant, mais non, il ne faut pas qu'ils prennent les mêmes films à réessai que nous. Ah non, voilà, c'est quand même ça. Voilà. Alors que, moi, je veux dire, le Concorde prend en rien le public du 14A. En rien. Voilà. Les gens qui sont autour du Concorde euh, vont au Concorde. Et puis après, bah, il a les débats de société. Hmm. Et il a toujours eu. Et là, maintenant, bah, le 14A, là, elle va faire le débat sur les algues vertes. Mais non, c'est pas à elle de le faire. C'est au Concorde. Alors là, elle a Summer Camp, elle a LGBT, elle avait la quinzaine de réalisateurs. Voilà.
Du coup, elle a le truc japonais. Donc du coup, c'est la grande brasse, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va... on a un film qu'on va aller voir, on va regarder s'il passe là, on va aller voir. Comme pour le Gaumont, quoi. Mm. C'est pareil, moi, si un film passe au Gaumont, ben, je vais aller voir. Bon. C'est vrai que j'ai pas trop goût à y aller, donc j'y vais pas souvent. Je vais dans des petits cinémas en dehors de Nantes quand l'été. Je fais mon rattrapage l'été dans des petites salles en Bretagne. Voilà. Souvent, c'est là que je le fais. Voilà. Non, non. Non, la question du centre-ville, je sais pas parce que, par exemple, un Utopia à Bordeaux, il y en a un Utopia, je sais plus où c'est, qui est, qui n'est pas dans le centre-ville et voilà, il fait un très bon boulot, voilà. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de salles comme la nôtre en France. Mm. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il y a les salles patrimoniales à Paris, donc tout quartier latin, Champeau, le Reflet Médicis, tout ça. Après, bah, je sais pas, j'ai pas suivi trop le Saint-André-des-Arts, l'entrepôt et tout ça qui était vraiment sur le documentaire. Voilà. Et puis après, bah, le Luxor, ça s'arrête, c'est vendu. Non, le Luxor, ça reste, mais c'est le Luminor qui est celui qui était près du BHP, tout ça. Là-bas. Et puis c'est que des cinémas indépendants à Paris, hein. Il n'y a pas beaucoup de cinéma associatif, hein. Et il y a les gros circuits, il y a MK2, donc il y a les circuits, il y a les cinémas MK2, UGC, c'est tout, hein. Gaumont aussi, Gaumont. Voilà. Il n'y a pas CGR, il n'y a pas tout ça. Mais enfin, nous, quand même, on a le Pôle Sud, c'est un cinéma Leclerc, on a Gaumont, Gaumont-Pâté, on a UGC, euh, on va avoir encore, à La Chapelle-sur-Erdre, on va avoir encore un autre, à Carquefou, on va encore avoir un autre. Alors, c'est des minuit-circuits, non, mais là, on a le pire, là. On va avoir, ils ont choisi les pires des prestataires. Au lieu de dire, bah, je construis un cinéma, puis je le donne à une association. À La Chapelle, il y avait ce qu'il fallait, hein. Et un maire qui est plutôt pas mal, hein. Mais la culture, c'est pas son truc. Parce que bon, voilà. Mm. Voilà. Ok. Et et du coup, le fait que vous vous agrandissiez, je crois comprendre que du coup, vous parlez beaucoup entre cinéma. Vous parliez du veto du 14A sur le projet du Concorde. Ah ben on parle pas, on lit dans la presse, hein. Ah, ok, On lit c'est pas dans la plus presse. Ah non, nous, dans les avec le coulisses, entre guillemets. 14A, c'est un multiplex. Mhm. C'est un cinéville. Oui. Donc quand on va au congrès des exploitants, on a la petite exploitation qui fait moins de 30 000 ans, enfin, qui fait moins de 60 000 entrées, je ne sais plus, Mhm. la moyenne exploitation et la grande exploitation. Voilà. Nous, on est dans la petite exploitation. Le Concorde, il est dans la moyenne, Mhm. parce qu'il doit faire plus de 80 000. Mhm. Voilà, c'est le nombre d'entrées qu'on fait. Mhm. Et le 14A, il est dans la grande exploitation. C'est Mhm. clair. Quand il veut un film, il l'a, lui, parce que il y a plein de circuits tout autour. C'est-à-dire, il a un poids de marché. Mhm. Si Sylvain, il veut un film au Concorde, il faut qu'il se batte. Bah, Mhm. il a une entente de programmation, donc ça lui donne du poids. Il programme plusieurs salles dans l'Ouest, donc ça lui donne du poids. Mais le Cinéville, il programme plein de salles dans l'Ouest avec un circuit de distribution, une entente de distribution qui s'appelle Ciné Diffusion. Mhm. Ils ont les Cinévilles et maintenant ils ont 3-14 ans. Mhm. Ah, il y en a trois. Ok. Ben, ils vont, Je connaissais celui de alors, Quimper. c'est Laval ou Lorient, voilà. Ok. Quimper, Nantes et Ok. donc c'est pas pareil quand on arrive avec un grand panier pour faire ses Mhm. courses que quand on a qu'une petite sacoche, hein. Mhm. C'est ça. Mhm. C'est je te laisse mon film, mais tu me fais combien de séances, tu me mets combien de salles, c'est ça le cinéma, c'est Mhm. du commerce.
Et enfin, toute cette dynamique de marché, vous, ça vous contraint beaucoup quand Ah bah oui, 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 oui. donc, ça arrive qu'il y ait des films que vous voudriez projeter que vous pouvez pas, quoi. Des films, par exemple, on va avoir des sorties de patrimoine sur un Mhm. distributeur avec qui on travaille beaucoup. Et ben il va les mettre au 14 à tout l'été. Et Mais la maman et la putain, on l'a pas eu. C'est mhm. parti au 14. Alors que Eustache, c'est le seul d'Eustache qui va faire des entrées. Mhm. Donc nous, on dit au distributeur, bah, débrouille-toi avec les autres Eustaches. Mais nous, sauf que nous, ça nous rend malheureux, on veut faire Eustache. Mhm. Et quand il sort la maman et la putain, faut qu'il la mette chez nous quand même. Vous voyez, donc on fait mauvaise tête, on prend pas tout de suite, mais Mhm. l'année prochaine, on va faire Eustache. Mhm. Voilà. S'il y a du Kurosawa, ça va partir voilà. Et il fera pas plus d'entrées que nous. Il va faire une séance par jour à 18 h. Nous, on va en faire 5 sur 2 semaines et on fera autant d'entrées qu'elle en fera. Mhm. Voilà. Parce que ça sert à rien de faire une séance par jour à 18 h. Mhm. Et nous, on va faire 5 séances le week-end, en semaine. Ça sera jamais le même jour, jamais la même heure, jamais. Voilà. Quand je parlais de la peinture, de la programmation, c'est ça. Moi, je Est-ce ne que me pose vous pas avez... la question. Je ne me pose pas la question. On n'a pas. Voilà. Les jeunes, le créneau, là, il ne parle pas, mais il y a des fois, il parle. Mhm. Il y a des fois, il est arrivé d'avoir des promos qui parlent. Il y a des fois, des ciné-sup, ils viennent au cinéma, il y a des promos, ils viennent pas. Ils ont là le cinéma, ils payent même pas 1 € quand ils viennent au cinéma, hein, les Mhm. ciné-sup, parce que le lycée en paye. Voilà. Mhm. Moi, je me pose pas la question. Je fais mon boulot. Euh, je sais toujours qu'il y aura des petites graines qui passeront. Voilà. Par contre, ce qui, moi, m'est plus compliqué, et là où je sais pas, quand on voit par exemple une séance de lycéens, si les enseignants n'ont pas fait leur truc, on se met au balcon, on voit tous les portables. Et Mhm. euh, là, ça me dérange plus parce que du coup, ils viennent là pour le fauteuil. Mhm. Ils prennent rien. Et je me dis, mais là, comment on peut capter un minimum? Mhm. Là, quand on a l'autre jour, peut-être il y en a qui ont fait leur portable tout le long, mais c'était pas la majorité. On pouvait monter au balcon, ils regardaient le film. Enfin, voilà, après, ils en discutent pas. Voilà. Après, ça dépend aussi de leur culture, quoi. Mhm. Tout le monde n'a pas de culture, n'a pas d'accès à la culture, hein. Mhm. Donc il faut. Puis il y a des films qui vont résonner plus que d'autres aussi. Voilà, il y a des films. Voilà, non, moi je pense qu'il faut le. Par contre, je pense qu'il faut faire son boulot. Il faut pas être tributaire de oh bah il le mérite pas et tout. Mhm. Non, non. On fait notre boulot, on est convaincu qu'on fait notre boulot, on leur donne, on essaye qu'ils aient des bons fauteuils, on essaye qu'ils aient un bon film, un bon truc, un bon accueil, puis là c'est super bien encadré. Les enseignants travaillent, enfin, c'est extrêmement bien encadré. Non, moi je me soucie pas de ça, c'est pas mon. Voilà, moi, des salles pleines, voilà. Mhm. Non, j'aimerais plus qu'ils viennent plus, mais bon, puis on est aussi sur les années Covid, hein, quand même. Les Mhm. jeunes, là, c'est des jeunes Covidés, enfin, c'est des jeunes qui sortent de 2 années de maltraitance. C'est. Et ça, on peut pas faire ça, on peut pas ne pas prendre ça en compte. Toutes les années à venir, là, ce qui s'est passé pendant les années du Covid, les confinements, les reprises, les machins, c'est vraiment de la maltraitance. Voilà. Il le disait à l'université, par exemple, au TU, là, je suis allée à un colloque, il disait sur les publics,
Le TU, c'est gratuit pour les étudiants, mais ils n'arrivent pas à avoir du public gratuit. Mm. C'est-à-dire, là, il y a des cicatrices. Voilà. Sans parler de ceux qui n'ont pas bouffé parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils restaient enfermés dans une solitude terrible. Même ceux qui étaient chez les parents ou qui étaient avec des copains. Voilà. Non, il y a eu une maltraitance de la population. Très clair. Et ça, il va falloir le prendre en compte, ça, je pense. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, moi je suis très surprise, c'est les cafés sont toujours pleins. Mm. Hein? Oui. Les cafés sont toujours pleins. Il y a ce besoin de se retrouver, de voilà, d'avoir ce côté convivial, quoi. Non, moi, le public, voilà, il faut qu'on continue à former, il faut qu'on continue à donner des accès, faut qu'on... Nous, on a beaucoup de jeunes hein, ici. Hein. Dans l'après-midi, c'est plutôt des gens âgés, Mm. mais le soir, on peut avoir des jeunes. Hein, c'est pas... Voilà, on est à 3 euros. Euh, Puis ils viennent à plusieurs, enfin voilà, ça leur convient bien, on leur demande rien. Mm. Voilà, c'est... Non, moi je me soucie pas de ça. Voilà. Des jeunes qui sont préparés, qui sont encadrés, à qui on donne un sens à l'activité. Moi, pour moi, c'est nickel chrome. Hein. Mm. On peut pas espérer mieux. Hein. Après, c'est des démarches commerciales. C'est pas mon boulot. Vous êtes dans ce rôle de passeur, De passeur, faire faire le voilà, premier pas, et passeur, puis passeur. Voilà. Moi, regarde ta vie, c'est les rencontres que tu as fait avec les gens qui fait que tu as aimé ça plutôt que ça, que tu as développé là plutôt que ça. Et c'est ça, ça peut être dans la famille, ça peut être en dehors de la famille, ça peut être commerçant du coin, ça peut Il y a toujours quelqu'un qui, qui trace, qui laisse une petite trace, quoi. Et c'est ça qui nous construit. On est fait de tout ça, quoi. Il y a les parents, ça certes, mais il n'y a pas que les parents. On est fait de plein de petites traces. L'école, par exemple, on passe plus de temps à l'école qu'avec les parents Mm. et avec les copains de l'école. Mm. D'où l'intérêt d'éviter qu'il y ait du harcèlement, de la maltraitance, enfin, tout ce qu'on est en train dont on parle aujourd'hui, quoi. Cette espèce de mal-être que les jeunes se font entre eux, quoi, là, les harcèlements. Ça a toujours existé. Je pense que les réseaux sociaux donnent des outils plus faciles pour l'anonymat de la destruction des autres, quoi, peut-être. Avant, il fallait se confronter à l'autre, puis y aller, quoi. Parce que là, c'est sans signature. Donc Mm. peut-être faut qu'on réfléchisse à ça, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les Bah, questions. enfin, j'ai pas eu tellement à vous relancer, mais vous avez balayé Oui, à peu près tout. Bah oui, ouais, j'avais tout, lu. ouais. Ok. Bah, merci beaucoup Mais de pour votre rien, de intervention. rien. On va fermer la maison.